Deux chiffres tombent et le récit se fend. En quelques semaines, 15 600 détenus basculent en soldats, tandis que 92% des zones jadis sous pression repassent sous contrôle, dans un renversement compressé qui intrigue autant qu'il inquiète. Que doit en conclure un citoyen et pourquoi Ibrahim Traoré apparaît-il comme l'axe discret d'une recomposition qui touche justice, sécurité et société? Ce n'est pas un triomphe annoncé. C'est un mécanisme interne, discipliné, observable, qui requalifie l'idée d'un État affaibli et met chacun devant des preuves quotidiennes sous contrainte du réel. Cette analyse promet une chose précise, distinguer ce qui relève d'un pari risqué de ce qui constitue un mécanisme potentiellement reproductible, sans céder ni à l'enthousiasme ni au rejet. L'enjeu pour le spectateur est concret. Comprendre comment une décision brève, presque austère dans sa forme, peut déplacer des équilibres que l'on croyait figés et à quelles conditions ce déplacement tient dans la durée. Il ne s'agit pas d'admirer une prouesse administrative, ni de sanctifier une figure politique, mais d'examiner une articulation nouvelle entre justice, sécurité et société, évaluée par des effets observables. Le risque est double. Si le dispositif échoue, il fragilise la confiance institutionnelle et renforce les lectures monofatalistes. S'il tient, il ouvre une brèche conceptuelle majeure. La sécurité cesse d'être un apport extérieur et devient un produit interne mesuré par des écarts concrets entre un avant et un après. La question n'est donc pas morale, mais méthodologique. Que peut-on réellement apprendre de ce basculement et pour qui? En moins de 2 ans, 92% des zones auparavant sous pression armée repassent sous contrôle effectif et 15 600 détenus sont convertis en unités opérationnelles intégrées. Ces deux chiffres, rarement mis en avant ensemble, obligent à relire la dynamique sécuritaire du Burkina Faso, non comme une accalmie ponctuelle, mais comme un delta observable entre un avant fragmenté et un après plus lisible. La question posée au départ trouve ici un premier ancrage mesurable. Quelque chose s'est déplacé dans la relation entre sécurité, justice et souveraineté, sous la coordination d'Ibrahim Traoré. Pour comprendre ce basculement, il faut revenir au décor initial. Pendant des années, le Sahel est décrit comme un espace condamné à l'instabilité chronique. Et malin, les interventions extérieures se succèdent, les promesses de stabilisation s'accumulent, tandis que les villages se vident, les routes se ferment et l'économie locale s'asphyxie. La peur devient une routine, les marchés perdent leur fonction sociale, la mobilité se transforme en risque permanent. Dans ce contexte, chaque initiative nationale est perçue comme marginale, voire symbolique. La première rupture intervient lorsque la sécurité cesse d'être pensée comme un apport extérieur et devient un produit interne conçu, exécuté et évalué localement. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la reconquête territoriale s'articule à une réinvention institutionnelle fondée sur des décisions brèves, opérationnelles et immédiatement vérifiables. La réforme pénitentiaire ne corrige pas un dysfonctionnement isolé. Elle complète une chaîne de choix orientée vers la récupération du terrain et la restauration d'une cohésion sociale minimale. Ce qui surprend les observateurs n'est pas seulement l'ampleur des chiffres, mais leur temporalité. Le retournement est rapide, presque compressé, comme si plusieurs années de stagnation avaient été absorbées en quelques mois. Cette accélération nourrit à la fois l'intérêt et la méfiance. Comment un État décrit comme affaibli produit-il un tel renversement sans soutien massif visible? La réponse ne vient pas d'un discours, mais d'une méthode. Mesurer des écarts concrets entre un avant et un après et accepter que ces écarts ouvrent le débat au lieu de le clore. Les premiers effets tangibles apparaissent loin des centres de décision, donnent dans des scènes ordinaires qui fonctionnent comme des capteurs sociaux. À l'entrée d'un village, un agriculteur observe une patrouille mixte s'installer sans tension visible. Certains visages lui sont familiers, associés autrefois à de petites infractions. La reconnaissance ne déclenche ni colère, ni célébration, mais une attente prudente. Un salut respectueux suffit à dissiper une crainte accumulée pendant des années. Dans un quartier populaire, une scène comparable se répète.
Une mère identifie son fils au sein d'une unité chargée de sécuriser un marché où il avait été arrêté auparavant. Elle n'évoque ni rédemption ni miracle. Elle parle d'un devoir rendu à la communauté. Cette formule circule sans slogan ni mot d'ordre officiel, comme une manière spontanée de qualifier ce qui se joue, une réintégration visible. Hachio évalué par les comportements plutôt que par les discours. Ces microscènes ne cherchent pas à émouvoir. Elles révèlent comment la réforme agit d'abord sur les perceptions avant de s'inscrire pleinement dans les statistiques. La discipline observée, la posture, la constance des routines modifient progressivement la manière dont les communautés interprètent la présence armée. L'uniforme cesse d'être un symbole de contrainte. Il devient un indicateur de responsabilité assumée. Ce déplacement précoce entraîne des effets concrets. Les marchés rouvrent, les déplacements reprennent, la peur recule sans déclaration officielle. La transformation institutionnelle gagne en crédibilité au moment précis où les villages constatent que la valeur d'un individu ne se définit plus par son passé, mais par sa capacité à tenir un engagement présent. Sous la coordination d'Ibrahim Traoré, ces signes discrets constitue moins une preuve définitive qu'un signal. La sécurité commence à redevenir une routine partagée. Tout commence par un geste administratif d'une brièveté déconcertante. Un décret d'une douzaine de lignes, signé par Ibrahim Traoré, circule un matin entre les bureaux du ministère de la Justice. Il n'annonce ni amnistie ni grâce collective. Il ordonne une réaffectation immédiate. La logique est nette. L'État cesse d'immobiliser une population carcérale jugée improductive et la redirige vers un service contraignant, structuré et mesurable. La sécurité change de statut. Elle n'est plus une promesse extérieure, mais une fonction interne à activer sans délai. La phase d'activation est volontairement rapide. En quelques heures, les directions pénitentiaires reçoivent des instructions précises. Les listes sont dressées, les catégories sont filtrées. Des milliers de noms émergent d'un système longtemps saturé. À Ouagadougou, Bobo Dioulasso, et dans plusieurs centres régionaux, les portes s'ouvrent sans cérémonie. Les détenus ne sont pas libérés au sens classique du terme, ils sont absorbés. Les chaînes disparaissent, remplacées par des engagements formels. La transition est sèche, presque brutale, comme si l'État cherchait à éviter toute zone grise entre punition et service. Le pays change alors de rythme. La vitesse devient un message politique implicite. Quelques jours plus tard, le dispositif atteint son premier point de concentration dans des centres d'entraînement improvisés mais rigoureusement encadrés. Sous un soleil écrasant, des rangs se forment. La discipline est immédiate. Courses à l'aube, formation tactique le jour, session civique le soir. L'objectif n'est pas de glorifier l'effort, mais de produire une rupture mentale. Les conseillers d'Ibrahim Traoré évoquent un front de l'esprit, expression qui circule discrètement sans être officialisée. Les observateurs étrangers restent malins prudents. La même question revient avec insistance. Comment une population décrite comme instable peut-elle se réorganiser aussi rapidement ? La réponse ne vient pas d'un discours, mais d'une répétition quotidienne des gestes. La routine remplace l'improvisation. La contrainte devient lisible. L'ancien statut pénitentiaire n'est ni effacé, ni nié. Il est encapsulé dans une nouvelle fonction. La frontière entre sanction et utilité commence à se dissoudre. Les premières répliques apparaissent presque aussitôt dans l'espace civil. Dans les villages, la présence de ces unités modifie les comportements. Les routes secondaires, longtemps évitées, redeviennent praticables. Les marchés reprennent une activité régulière. Les familles, autrefois cantonnées au parloir des prisons, se déplacent désormais vers les casernes. Elles apportent des repas, des vêtements, des outils. Ces gestes discrets signalent un ajustement social profond. La peur ne disparaît pas d'un coup, mais elle recule. À ce stade, la réforme cesse d'être un événement isolé. Sous la coordination d'Ibrahim Traoré, la vitesse initiale cède progressivement la place à la tenue dans la durée. La question n'est plus seulement de déclencher, mais de maintenir. Ce passage du choc à la continuité marque la fin de la phase spectaculaire et l'entrée dans une séquence plus exigeante, celle où chaque journée sans incident devient une preuve silencieuse et où la sécurité commence à se mesurer non par l'annonce, mais par l'absence de rupture. Avant la réforme, les indicateurs convergent vers une trajectoire dégradée.
Les attaques armées se multiplient, les routes secondaires deviennent impraticables, l'activité agricole se contracte et le système pénitentiaire absorbe des coûts sans produire d'effets fonctionnels. Cette situation constitue le baseline à partir duquel la réforme doit être évaluée. Après sa mise en œuvre, les données disponibles dessinent un delta observable qui sert de premier test de crédibilité au dispositif porté par Ibrahim Traoré. Il ne s'agit pas d'empiler des chiffres, en cas mais de comprendre comment des écarts mesurables traduisent un changement de fonctionnement. Le premier indicateur concerne la sécurité. Dans les zones couvertes par les unités issues de l'OFID et de la réforme, les attaques armées reculent de 37%. Cette baisse ne signifie pas une disparition du risque. Elle indique une réduction tangible de la capacité opérationnelle adverse. Le mécanisme est lisible. Une occupation plus continue du terrain, une meilleure connaissance des itinéraires informels et une diminution de l'effet de surprise. Autour de Kaya et de Dori, les embuscades passent de 27 à 17 en un trimestre. Cette variation suggère un déplacement structurel plutôt qu'une accalmie ponctuelle car la topographie elle-même devient plus lisible pour les forces déployées. Le deuxième indicateur touche à l'économie rurale. Dans le nord du pays, la production agricole progresse de 21% sur la période observée. Cette hausse reflète le retour d'une sécurité minimale permettant l'exploitation continue des terres. Des champs abandonnés redeviennent accessibles. Les canaux sont réparés. Les moissons sont protégées. Plus de 600 hectares sont remis en culture, non par une subvention extérieure, mais par une stabilisation locale des conditions de travail. Les marchés hebdomadaires reprennent leur fonction de régulation. Les flux de transport cessent d'être exceptionnels. Le résultat ne transforme pas instantanément l'économie nationale, mais il interrompt une spirale de contraction entretenue par l'insécurité chronique. Le troisième indicateur, le plus sensible, concerne la récidive. Parmi les détenus intégrés au dispositif, le taux enregistré tombe à 0 sur la période observée. Ce chiffre bouscule les attentes habituelles. Il ne prouve pas une perfection morale, il indique une discipline collective orientée vers la cohérence plutôt que vers la sanction. Les critiques évoquent un effet de court terme ou une sous-déclaration. Pourtant, aucun cas de désertion ni de rupture de discipline majeure n'est signalé. 4 établissements pénitentiaires ferment, libérant des ressources redéployées vers des infrastructures civiles. Le système judiciaire cesse ainsi d'absorber des coûts improductifs et commence à générer des effets fonctionnels. Pris isolément, chacun de ces indicateurs pourrait être contesté. Ensemble, ils dessinent une cohérence. La baisse des attaques sécurise les routes, la reprise agricole redonne une fonction économique au territoire. L'absence de récidive stabilise le lien entre justice et service. Ces effets se renforcent mutuellement au lieu de s'annuler. Sous la coordination d'Ibrahim Traoré, la réforme n'est pas présentée comme une réussite morale, mais comme un système évalué par des écarts mesurables entre un avant et un après. La lecture la plus prudente consiste à reconnaître un déplacement réel sans conclure à une victoire définitive. Les chiffres ne garantissent pas la durabilité. Ils attestent d'une capacité à produire de l'ordre là où dominait la fragmentation. C'est précisément ce passage du baseline au delta observable qui déplace le débat. Non plus ce que l'État promet, mais ce qu'il parvient effectivement à faire ici et maintenant sous contrainte du réel. 2 objections dominent l'analyse prudente de ce dispositif, et elles méritent d'être formulées dans leur version la plus solide. La première soutient que l'armement d'anciens détenus crée un risque intrinsèque pour la stabilité nationale. Une force issue des prisons pourrait rester traversée par des loyautés fragiles, une discipline superficielle et des tensions latentes. Sous stress opérationnel, un incident isolé suffirait à fissurer la confiance publique, d'autant plus que la visibilité du dispositif amplifie chaque écart potentiel. À cette inquiétude s'ajoute une crainte éthique. Convertir une peine en service militaire brouillerait la frontière entre justice et utilité, au risque d'affaiblir la légitimité du processus judiciaire. La seconde objection redoute une militarisation de la détresse sociale. Transformer la marginalité en ressource sécuritaire pourrait installer un précédent ambigu.
L'État serait tenté d'utiliser la misère comme réservoir structurel plutôt que de traiter ses causes profondes. Des organisations civiles soulignent le contre-coup possible. Si les résultats actuels s'avéraient temporaires, l'effondrement serait d'abord psychologique. La confiance nouvellement acquise se retournerait en sentiment de trahison, augmentant le coût politique et social de l'échec. Autrement dit, le succès rapide rendrait toute rechute plus destructrice. Face à ces critiques, la réponse la plus robuste ne consiste ni à moraliser ni à minimiser. Elle revient aux faits observables exposés plus tôt. Aucune désertion n'est signalée sur la période mesurée. Aucune rupture majeure de discipline n'est documentée. La baisse des attaques, la reprise agricole et l'absence de récidive ne prouvent pas une perfection. Elles attestent d'une cohérence interne qui contredit les scénarios les plus pessimistes. La discipline n'apparaît pas comme un miracle, elle se manifeste comme une routine encadrée, répétée et vérifiable. Le point décisif tient à la posture institutionnelle. Le dispositif est présenté comme expérimental, donc évalué, et non comme un récit définitif. Cette méthode n'éteint pas les risques, elle en change le traitement. Les craintes sont reconnues, puis confrontées au terrain. À ce stade, les données disponibles n'annulent pas l'inquiétude, mais elles obligent à admettre qu'un ordre fonctionnel peut émerger sans reproduire les schémas antérieurs, à condition d'être mesuré et corrigé en continu. Sous la coordination d'Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est pas d'avoir raison une fois, mais de rester testable dans le temps. Ce basculement discret marque un changement de nature du débat. À ce stade, la réforme cesse d'être perçue comme une réponse sécuritaire exceptionnelle et commence à fonctionner comme un mécanisme ordinaire intégré aux usages quotidiens des territoires de reconquis. L'enjeu n'est plus seulement de reprendre le terrain, mais de le tenir sans rupture, jour après jour, sans proclamation spectaculaire. Ce glissement modifie la focale. Plus l'ordre devient routinier, moins il attire l'attention médiatique, mais plus il devient coûteux à remettre en cause. Les villages ne célèbrent pas une victoire, ils ajustent leur comportement. Les marchés ouvrent à heure fixe. Les axes secondaires restent praticables. Les interactions entre civils et unités armées gagnent en prévisibilité. La sécurité cesse d'être un événement et devient une condition de fond, encore fragile, mais déjà intégrée. Sous la coordination d'Ibrahim Traoré, l'accent se déplace vers la continuité. La régularité des patrouilles compte davantage que leur intensité. La stabilité des itinéraires importe plus que leur sécurisation ponctuelle. Cette banalisation progressive transforme la souveraineté d'un principe abstrait en une capacité testée dans les usages ordinaires. Maintenir des marchés ouverts, des routes praticables et une présence administrative minimale sans interruption visible. La réussite éventuelle ne dépendra donc pas d'un nouveau chiffre spectaculaire, mais de la capacité à rendre l'ordre suffisamment prévisible pour qu'il ne soit plus interrogé chaque matin. C'est cette banalité encore instable qui redessine, à mi-parcours, afin les rapports entre État, sécurité et société, et prépare les conséquences concrètes qui se manifestent déjà au-delà du seul champ sécuritaire. Pour l'État, la conséquence la plus immédiate est un changement de nature de l'action publique. La reprise territoriale transforme des zones fragmentées en espaces administrativement lisibles. Des villages retrouvent un marché hebdomadaire fonctionnel, des axes secondaires redeviennent praticables sans dispositif exceptionnel. Et les services cessent d'opérer en mode d'urgence permanent. Plus de 120 taxes commerciales rouvrent, signalant une normalisation fiscale minimale. Cette continuité réduit les coûts d'intervention et permet un redéploiement progressif des ressources vers des fonctions civiles. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, la souveraineté cesse d'être un discours et devient une capacité observable à maintenir des usages réguliers sur un territoire continu. Pour les forces de sécurité, l'impact est d'abord opérationnel. Les unités issues de la réforme ne remplacent pas les forces régulières. Elles les complètent. Leur connaissance fine des itinéraires informels, des zones en grise et des routines locales réduit l'imprévisibilité. La baisse des embuscades se traduit par une mobilité accrue et une fatigue moindre.
Les patrouilles deviennent plus régulières et moins défensives. Le rythme change, la mission n'est plus vécue comme une succession de crises, mais comme une présence durable. Cette normalisation explique pourquoi les gains observés se consolident plutôt que de s'éroder, et pourquoi la coordination interunité gagne en efficacité sans expansion massive du dispositif. Pour les communautés locales, les effets sont immédiatement perceptibles dans la vie quotidienne. Les marchés rouvrent sans escorte exceptionnelle. Les transporteurs reprennent des axes abandonnés. Les artisans et commerçants circulent à nouveau entre les villages. La sécurisation des champs et des canaux permet une exploitation continue des terres, soutenant la reprise agricole observée. Les gestes de confiance se multiplient. Repas déposés aux casernes, outils partagés, coopération spontanée lors des travaux communautaires. La relation entre civils et soldats se recompose. L'uniforme n'incarne plus uniquement la contrainte. Il devient un indicateur de protection encore fragile, mais reconnu. Cette évolution ne supprime pas la peur. Onkenel la rend gérable. Pour les acteurs régionaux, enfin, la conséquence est stratégique. Le Mali et le Niger envoient des délégations pour observer le dispositif, non par fascination idéologique, mais par pragmatisme. Le modèle attire parce qu'il repose sur des ressources internes et une discipline mesurable. Les partenaires traditionnels restent prudents. Les rapports évoquent une expérience non conventionnelle sans la qualifier pleinement. Ce silence traduit une gêne analytique. La stabilisation observée contredit des cadres fondés sur la dépendance structurelle. Le Burkina Faso cesse d'être perçu uniquement comme un espace de fragilité et devient un laboratoire suivi avec attention. Ces 4 lectures convergent vers un même point. La réforme ne produit pas seulement des gains sectoriels, mais elle réaligne des intérêts qui évoluaient jusque-là en parallèle. L'État retrouve une capacité d'action, les forces opèrent avec moins d'attrition, les communautés réinvestissent l'espace public et les voisins observent une alternative. Sous la coordination d'Ibrahim Traoré, la cohérence devient à la fois le principal résultat mesurable et le principal enjeu pour la suite. À l'horizon de 6 à 12 mois, 3 trajectoires plausibles se dessinent. Elles ne décrivent ni des certitudes, ni des promesses, mais des chemins conditionnés par la manière dont la dynamique actuelle est consolidée, corrigée ou fragilisée. Le premier scénario, dit de base, prolonge la tendance sans accélération spectaculaire. Les routes sécurisées restent praticables, les marchés rouverts continuent de structurer la vie locale et les unités issues de la réforme s'intègrent progressivement aux forces régulières. Sans élargissement massif du dispositif, les gains agricoles observés se stabilisent. La baisse des incursions armées se poursuit à un rythme modéré. Dans cette configuration, la réforme s'inscrit dans une continuité administrative faite de procédures d'évaluation régulière et d'ajustements incrémentaux. La stabilité demeure fragile, mais elle devient prévisible. Le scénario optimiste repose sur une amplification maîtrisée. La coopération entre civils, unités mixtes et forces régulières s'approfondit, renforçant la circulation de l'information et la discipline partagée. Les anciens détenus les plus aguerris deviennent encadrants, ce qui consolide la transmission des routines et limite l'usure opérationnelle. Les échanges régionaux s'intensifient, avec des formations conjointes observées par des délégations voisines. Dans ce cadre, le Burkina Faso glisse d'un statut d'expérimentation suivi à celui de référence technique adaptable. La souveraineté ne s'affirme pas par rupture, mais par diffusion progressive d'un modèle fondé sur des ressources internes et des indicateurs mesurables. Ce scénario suppose toutefois une constance politique, une logistique tenue et l'absence d'incidents majeurs susceptibles d'inverser la confiance acquise. Le scénario défavorable ne provient pas d'une pression extérieure directe, mais d'une faille interne. Un incident disciplinaire grave, seule une rupture de commandement ou un épuisement logistique suffirait à fissurer la crédibilité du dispositif. Le contre-coup serait d'abord psychologique. Les critiques trouveraient un terrain fertile. Les partenaires prudents suspendraient leur observation active et les communautés réajusteraient leur comportement par précaution. L'échec ne serait pas total, mais il réinstallerait une lecture fataliste coûteuse à inverser en réactivant les routines de méfiance. Face à ces trajectoires, une recommandation de méthode s'impose. Ne pas confondre vitesse et solidité.
avancer par consolidation plutôt que par accumulation, mesurer chaque étape avant d'en ouvrir une nouvelle, et accepter que la tenue dans le temps soit l'épreuve décisive. La question centrale n'est donc pas quel scénario est souhaitable, mais quelles conditions concrètes permettent d'éviter les bascules négatives tout en renforçant les acquis observables. Pour une partie de la jeunesse urbaine, la réforme cesse d'être un mécanisme institutionnel abstrait et devient un miroir. Les images d'entraînement largement diffusées ne sont pas perçues comme de simples démonstrations militaires, mais comme la preuve qu'un parcours peut être redirigé sous contrainte et discipline. Des étudiants évoquent l'idée qu'un échec n'est pas nécessairement définitif, qu'une trajectoire peut se réorganiser sans être effacée. Cette lecture ne glorifie pas la dureté du dispositif. Elle retient la possibilité d'un recommencement structuré, encadré et mesuré. Dans les familles concernées, l'impact se joue sur un registre plus intime. Les mères qui attendaient autrefois derrière les barreaux attendent désormais lors des permissions ou des rassemblements. Le même visage, autrefois associé à la honte, apparaît sous un uniforme qui impose une forme de respect prudent. La douleur du passé ne disparaît pas, elle se transforme. Les repas déposés aux casernes, les vêtements offerts, les outils prêtés lors de travaux communautaires deviennent des gestes de soutien discret. La réconciliation ne passe pas par des discours officiels, mais par une accumulation de preuves quotidiennes. Pour la diaspora, la transformation agit comme un contre-récit. À distance, beaucoup avaient intégré l'image d'un pays condamné à la dépendance ou à l'instabilité chronique. Observer une réforme produite et évaluée localement suscite des débats nourris. On sait certains y voient un modèle de dignité active, d'autres rappellent la fragilité de l'expérience et la possibilité d'un retournement. Tous reconnaissent cependant un point commun. L'État redevient lisible. Il ne promet pas l'idéal, il démontre une cohérence d'action. Sous la coordination d'Ibrahim Traoré, ce déplacement touche le spectateur au-delà des chiffres. Ce qui interpelle n'est ni la statistique ni l'uniforme, mais la possibilité d'un changement collectif mesuré, encore imparfait, assumé comme tel. Cette possibilité invite chacun à reconsidérer ses propres attentes face à l'action publique et à interroger ce qui devient crédible lorsque les certitudes vacillent. À ce stade, la réforme change de nature lorsqu'elle cesse d'être improvisée pour devenir une doctrine opératoire. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, une feuille de route structurée s'organise autour de leviers simples, conçus pour stabiliser l'expérience et la rendre vérifiable dans le temps. L'objectif n'est plus de prouver une rupture spectaculaire, mais d'éviter une rechute silencieuse. La première étape repose sur une double tutelle défense-justice appliquée à l'ensemble des centres de formation. Cette articulation vise à uniformiser les critères de sélection, à prévenir les dérives et à garantir que chaque recrue traverse le même filtre disciplinaire, indépendamment de son passé. La justice ne délègue pas, elle encadre. La sécurité n'improvise pas, elle applique. La deuxième étape concerne la discipline comme langage civique partagé. Des modules inspirés de l'entraînement militaire sont intégrés à certains segments de l'administration et de la formation professionnelle. Il ne s'agit pas de militariser la société, mais de créer une continuité institutionnelle entre sanctions, apprentissage et service. Cette cohérence rend les parcours lisibles pour les communautés et limite les zones grises où naissent les ruptures de confiance. La troisième étape élargit l'horizon au niveau régional. Des accords de coopération avec le Mali et le Niger permettent une observation croisée des dispositifs et la mutualisation de certaines formations. Le Sahel cesse alors d'être une addition de fragilités isolées et devient un espace d'expérimentation coordonnée sans déclaration idéologique. Enfin, la dernière étape fixe des indicateurs mesurables. Récidive, villages sécurisés, infrastructures remises en service, économie budgétaire redéployée. Chaque étape est évaluée. La réforme n'est pas protégée par un récit politique. Elle est exposée aux chiffres. Cette exposition volontaire transforme l'initiative en système ajustable plutôt qu'en symbole figé et conditionne sa crédibilité future sous la coordination d'Ibrahim Traoré. Le récit revient alors à des gestes ordinaires, ceux qui avaient ouvert la compréhension bien avant les tableaux et les scénarios. Dans un village, un salut simple
échanger au bord d'une route suffit encore à dissoudre une inquiétude ancienne. Dans une caserne, des repas déposés sans consigne officielle prolongent une confiance fragile. Ces scènes, déjà observées plus tôt, prennent une autre épaisseur lorsqu'elles se répètent sans incident. Elles ne signalent pas une victoire proclamée, mais une tenue quotidienne. Lors d'un défilé récent, l'écho de ces micro-scènes réapparaît à une autre échelle. Les rangs avancent de manière serrée, non plus dispersés par des trajectoires passées, mais unifiés par une posture commune. Certains répètent le même salut aperçu des mois plus tôt, ce geste discret qui avait suffi à faire reculer la peur. La réforme ne nie pas le passé, elle exige une conduite nouvelle, visible et constante. Au milieu des rangs, Ibrahim Traoré ne se tient pas à distance, il marche, observe, ajuste, sans chercher l'effet spectaculaire. Le message n'est pas emphatique, il est lisible, la transformation ne repose ni sur l'oubli, ni sur la glorification. Elle s'ancre dans une continuité d'exigence. La dignité n'est pas accordée une fois pour toutes, elle se pratique chaque jour sous le regard des autres. Dans la foule, les réactions restent contenues, voilà, presque prudentes, pourtant quelque chose se déplace, la fatalité se fissure. L'idée d'un recommencement collectif cesse d'être abstraite, parce qu'elle devient observable, mesurée et partagée. Au terme de ce parcours, la réforme cesse d'être un cas isolé pour devenir une question collective. Elle ne cherche ni à imposer un modèle, ni à revendiquer une exception. Elle expose une possibilité, celle d'une justice qui ne s'arrête pas à la sanction, d'une sécurité qui se mesure dans les usages quotidiens et d'une souveraineté qui se vérifie par des routines plutôt que par des proclamations. Rien dans cette trajectoire n'est spectaculaire au sens classique. Tout repose sur des choix observables, des ajustements progressifs et une cohérence construite dans le temps. Pour l'observateur, l'enjeu n'est donc pas d'adhérer ou de rejeter. Et il consiste à examiner ce que cette expérience révèle sur les marges de manœuvre d'une société confrontée à des contraintes sévères. Jusqu'où une communauté peut-elle aller lorsqu'elle décide de produire ses propres réponses avec ses risques et ses responsabilités? Quels critères permettent de juger une réforme autrement que par ses intentions ou ses slogans? Sous la coordination d'Ibrahim Traoré, le dispositif reste exposé aux faits, donc contestable, ajustable et discutable. C'est précisément cette exposition qui en fait l'intérêt civique. Ouvrir ce débat, confronter les lectures et interroger les limites sans nier les déplacements réels, c'est déjà participer à la dynamique décrite. La suite n'appartient ni à un récit figé, ni à une certitude acquise, mais à la capacité collective de penser ce qui devient possible lorsque les certitudes vacillantes.